BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonjour à tous, nous sommes ici à Aix-en-Provence dans le cadre des rencontres économiques. Beaucoup de questions à poser à mon invité, c'est Chriselle Edman, la directrice générale d'Orange. Bonjour Chriselle Edman. Bonjour Edwige. Merci d'être là. Je sais que pour vous c'est toujours ici des timings très très serrés. Première question forcément, le climat ambiant, climat assez lourd sur le plan économique mais surtout politique. Quel impact ça a sur vous, sur Orange et puis en interne aussi, comment faites-vous pour gérer ce climat politique ? Alors, c'est vrai qu'on a une situation très particulière en France, mais pour être honnête, en fait, ça a très peu d'impact au sein d'Orange. Les collaborateurs, finalement, quand on est dans l'entreprise, on se lève tous les matins pour servir nos clients, nos millions de clients. Et donc, évidemment, il y a des discussions à la cantine, il y a des discussions après le travail. Mais honnêtement, dans les boutiques et nos techniciens, ils font leur travail et finalement, peu de choses à changer. Et dans les boutiques, les clients sont là ? Ah oui, absolument. Oui, Honnêtement, il n'y a pas d'impact. Nos clients sont très exigeants, évidemment très impatients que nos réseaux fonctionnent. Rien n'a changé depuis la dissolution. On a vu que le climat est assez violent. Est-ce que vous avez comment faites-vous pour éviter tout dérapage raciste, antisémite? Je veux dire, ça peut aussi bien se dérouler dans une entreprise de la taille d'Orange. Au sein d'un groupe comme Orange, effectivement, on travaille beaucoup sur à la fois valoriser la diversité, puisque on opère dans 25 pays et on a évidemment des collaborateurs qui viennent d'horizons très différents. Mais au fond, ce qui rassemble tout le monde, c'est notre mission, c'est notre métier, c'est la fierté du métier qu'on fait. Et puis au fond, nos clients, une fois de plus, c'est quand même notre boussole. Alors, Chriselle Edman, vous n'êtes pas prête de prendre vos vacances en l'occurrence, parce qu'il y a les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, et vous êtes, je crois que c'est la première fois que ça arrive dans le cadre des Jeux Olympiques, vous êtes le seul opérateur. Je crois qu'à Tokyo, il y en avait 5. Là, vous êtes le seul opérateur. Difficile de faire des tests en grandeur. Je ne trouve pas l'expression, vous voyez ce que je veux dire, en grandeur nature, voilà. Comment est-ce que vous êtes, c'est le grand stress, comment vous préparez à tout ça ? Alors c'est vrai que c'est la première fois et en fait ça reflète aussi la largeur du spectre d'activité du groupe Orange. On a l'habitude d'accompagner les grands événements sportifs, hein. On accompagne en ce moment le Tour de France, mais c'est vrai qu'on a un spectre très large et vous l'avez dit, Tokyo 5 opérateurs, les Jeux Olympiques, on est seul. Alors on travaille déjà depuis très longtemps. D'abord on a 1000 collaborateurs engagés, on se prépare, on accompagne et puis évidemment notre enjeu c'est d'accompagner, de préparer les sites olympiques puisque notre métier ça va être de s'assurer que les chronomètres, les sportifs, les arbitres, les médias, les photographes, tout ça soit connecté pour qu'on capte les images, qu'on capte les données et qu'on les diffuse bien sûr aux millions de spectateurs mais surtout aux milliards de téléspectateurs. Justement ça fait un volume qui augmente de combien ? Je ne sais pas comment on peut dire ça. Alors c'est pas comme ça qu'on le mesure. On a l'habitude, les grands stades de foot, les grands événements sportifs, on était partenaire de la Coupe du Monde de rugby mais c'est vrai que là c'est 32 Coupes du Monde en même temps sur un temps très dense et puis c'est vrai que cette cérémonie d'ouverture qu'on a baptisée en interne l'Everest des télécoms parce que 6 km de long, 120 bateaux. On va utiliser en plus des technologies, on va utiliser de la 5G privée, on aura des petites caméras 5G sur les bateaux pour capter des images. Donc c'est vrai que c'est un énorme challenge, mais en même temps c'est une énorme fierté pour nous, pour nos collaborateurs, de mettre en avant les savoir-faire d'un groupe comme Orange. Aujourd'hui, vous dites nous sommes prêts ou pas encore complètement parce que, encore une fois, il n'y a pas eu de test grandeur nature. Alors, chaque jour entre maintenant et la cérémonie d'ouverture compte parce que certaines des préparations qu'on doit faire se feront dans les derniers moments parce que les sites ne sont pas complètement encore accessibles. Donc, on n'est pas complètement prêt, mais on sera prêt le jour J. Et puis, on a déjà eu beaucoup de répétitions. Et alors, on travaille évidemment avec l'ensemble des partenaires des Jeux, avec le COJO et toutes les organisations. Alors, il y a quand même aussi beaucoup d'actualités business pour vous, forcément, même si vous êtes en quiet période en ce moment, même ça ouvre en ce moment. Est-ce que pour vous, ce qui se passe en Espagne, qui est quand même l'événement marquant dans votre actualité, donc le rapprochement entre MásMóvil et Orange pour faire donner naissance au leader espagnol, alors sous des contraintes concurrentielles très fortes, pour vous, c'est un événement marquant pour Orange, mais aussi pour le secteur des télécoms?
C'est vrai que le marché espagnol est très concurrentiel et reste très concurrentiel. La fusion entre MásMóvil et Orange, donc on a créé MásOrange le 1er avril. Les équipes sont intégrées et donc on doit délivrer les synergies. Les équipes sont intégrées. Il y a une équipe de management. Alors on travaille sur beaucoup de programmes qu'on avait eu le temps de préparer puisque on a 2 ans de négociation avant le closing de cette opération. Mais dans un marché qui reste très compétitif avec des prix d'entrée, des marques low cost très agressives et effectivement aussi des marques. Donc on a un certain nombre de marques, mais c'est un projet important. Quel impact ça a déjà eu à votre avis sur le marché espagnol ? Aujourd'hui, c'est trop tôt pour le voir, mais nous, on sait que les vraies synergies, elles sont opérationnelles puisqu'on vient migrer des clients sur notre réseau. On est dans un métier de coût fixe. Quand vous absorbez plus de clients sur un réseau, vous créez des synergies, c'est mécanique. Et le montant des synergies, il est combien ? Donc nous, on a chiffré 490 millions d'euros de synergie annuelle à partir de l'année 4 post-closing. Oui, d'accord. Donc ça a commencé. Donc on commence évidemment avec une montée en puissance sur les 4 prochaines années. C'est intéressant de regarder ce qui s'est passé sur le marché espagnol. Est-ce que, la question classique, est-ce que ça peut se passer en Europe et surtout est-ce que ça peut se passer en France ? Si je vous pose la question, c'est qu'on a vu que ça y est, c'est le retour de la guerre des prix. Alors c'est surtout Free et SFR qui lancent cette guerre des prix. Mais cette guerre des prix, elle montre bien que l'exercice devient compliqué pour les opérateurs en France parce qu'il y a très peu de relais de croissance. Bon, il y a eu la fibre, il y a eu la 5G, tout ça, on a expliqué que c'était le nouvel Eldorado pour les opérateurs télécoms. Ça n'a pas vraiment été le cas. Mais donc pour vous, vous êtes dans une situation qui devient compliquée sur le marché français. Tous les marchés sont spécifiques. Le marché français, il n'a jamais cessé d'être concurrentiel. Vous avez des prix d'entrée qui sont très agressifs. Alors évidemment, tout notre enjeu, on a plusieurs marques, on doit pouvoir permettre à un client de trouver l'offre qui correspond à ses besoins et on a des prix d'appel qui sont effectivement très attractifs. Oui, un peu plus élevés que les autres. Ça dépend, parce que nous, évidemment, sur le mobile, en tout cas, on a un meilleur réseau, mais on a des prix et finalement, souvent on a cette image qu'Orange est plus cher que les autres, mais c'est pas vrai. Et en fait, si vous regardez, et en ce moment, on a beaucoup de promotions ou d'offres, mais une fois de plus, oui, on est dans un marché très difficile pourquoi ? Parce que finalement, il y a moins de croissance. On n'est plus dans une époque où les Français s'équipaient de téléphones portables. On voit plutôt reculer l'âge du premier portable. Et donc, c'est vrai que dans un marché à 4 acteurs, c'est très difficile de créer de la croissance. Donc nous, la croissance, on la crée quand même, à la fois évidemment en volume, mais surtout en valeur. Vous savez qu'on a lancé des nouvelles offres, en particulier sur la protection, la cybersécurité pour les particuliers. Oui. Donc on est dans l'innovation, aller apporter évidemment la fibre, la 5G et des relais de croissance. Les relais de croissance, c'est plus tellement sur la téléphonie en tant que telle, parce que même vous avez perdu des clients, je crois, sur les 2 derniers trimestres, non ? Vous avez Alors, on a toujours de la croissance dans notre cœur de métier, parce que effectivement, nos ARPU, donc c'est le revenu moyen par client, continue d'augmenter, mais effectivement, c'est la croissance en volume, c'est-à-dire que quand dans un marché mobile, et c'est le cas au premier trimestre, il y a eu c'est l'ARCEP, le régulateur qui le dit, le 31 mars 2024, il y avait moins d'abonnements mobiles en France qu'il n'y en avait le 1er janvier. Donc dans un marché qui est sous pression, forcément, ça crée de la pression pour l'ensemble des acteurs. Et je le rappelle, c'est aussi parce que on continue à investir massivement dans nos réseaux. Oui, mais donc pour vous, le relais de croissance, alors peut-être pas à court terme, mais à moyen et long terme, il est où ? Alors nous, les relais de croissance, on les connaît. Alors bien sûr, on est convaincu que les infrastructures, la fibre, la 5G, on déploie nos réseaux et ça a de la valeur. Aujourd'hui, même si pendant les JO, on offre à l'ensemble de nos clients la 5G, même s'ils sont clients que 4G, on voit qu'il y a quand même de la valeur. Et puis, les relais de croissance, on l'a dit, la sécurité, la cybersécurité. On va parler beaucoup d'IA. On en parle beaucoup déjà aujourd'hui. L'IA n'est pas encore sur des usages grand public, mais il y a énormément d'innovation. Et donc, nous, on se pose vraiment la question de dire qu'est-ce que ce sera qu'être un opérateur à la pointe sur les enjeux d'IA ? On a beaucoup de sujets. Merci de poser la question, mais est-ce que je peux avoir la réponse ? C'est pas moi qui vais la donner, ça va être vous. Mais en fait, on n'a pas encore. D'abord, on est dans une matière vivante sur laquelle il y a l'innovation va très très vite. Mais on voit bien que si demain vous avez de la traduction en ligne sur votre portable, si vous avez un assistant personnel, en fait les attentes des consommateurs quand on va utiliser de l'IA, ça va être du vrai temps réel, c'est-à-dire de la latence qui va être beaucoup plus basse que ce qu'on a pris l'habitude d'avoir dans un monde Internet où finalement on va sur les réseaux. Et donc ça va être l'occasion d'utiliser la 5G avec toute la puissance de feu de la 5G
Donc enfin, on aura quelque part cette killer app pour la 5G et on pense que l'IA c'est une vraie révolution. En termes d'investissement, pour vous, l'IA, ça représente quoi chez Orange? Aujourd'hui, on utilise déjà l'IA depuis des années. Alors, on parle beaucoup de Gen AI, mais c'est peu par rapport à ce qu'on investit. Aujourd'hui, on investit plus de 6 milliards par an dans nos réseaux. Nos systèmes, l'IT et tout ce qu'on met dans l'IA, c'est des petits montants. Les vrais investissements dans l'IA, ils sont sur les compétences. On parle beaucoup de cybersécurité, les bases de données. Au fond, la valeur dans l'IA, c'est pas l'IA, c'est les données. Et les données qu'on a construites depuis 10 ans dans la cybersécurité, les millions d'attaques qu'on analyse tous les mois, c'est ça qu'on va utiliser derrière pour créer finalement des applications qui seront utiles. Donc ça veut dire que ce qu'on a, là je parle d'un point de vue consommateur, ce qu'on a dans notre téléphone, ça va évoluer d'une manière considérable, mais quand? Alors c'est très difficile. J'ai déjà l'IA dans mon téléphone. Mais il y a déjà beaucoup d'IA dans le téléphone si vous utilisez plein d'applications qui embarquent de l'IA. Mais on voit que ce soit les grands acteurs de la tech, il y a beaucoup d'innovations dans les tuyaux qui ne sont pas encore généralisées. Vous regardez, OpenAI a lancé GPT-4o. Oui. Si aujourd'hui, d'ailleurs quand ils ont fait le lancement, vous remarquerez que la petite vidéo, c'était un iPhone qui était branché par un fil pour la qualité de la connectivité. Donc on voit bien que l'IA, quand on va utiliser de la vidéo, de l'interaction en temps réel, ça va fondamentalement changer la façon dont on va devoir utiliser les réseaux. En tout cas, nous, on s'y prépare et on travaille avec tous les grands acteurs de la tech pour préparer ces innovations qui n'arriveront peut-être pas dans 3 mois, mais elles vont venir et c'est une vague très profonde et très solide. Oui, mais quand je parlais d'investissement, c'est-à-dire qu'on voit bien, là, on a vu par exemple en France, Internet, il y a 16%, c'est la plateforme, c'est Netflix. Donc là, avec l'évolution des usages, ça va avoir un impact considérable sur la capacité que vous avez dans votre téléphone et la capacité que vous avez Orange, si je suis chez Orange. Alors, en fait, il faut regarder 2 choses différentes. Les réseaux fibres, c'est un potentiel infini d'utilisation de trafic et donc il y a même des innovations qui vont pouvoir les mettre à niveau. Donc on a vraiment un réservoir de croissance qui est considérable et c'est d'ailleurs une des forces du groupe Orange puisqu'on est l'opérateur qui a le plus investi dans la fibre en Europe. Dans les réseaux mobiles, c'est très différent parce qu'effectivement, dans les réseaux mobiles, il y a une ressource rare qui s'appelle le spectre, qui est c'est physique. Et donc malheureusement, c'est sur les réseaux mobiles où on va devoir être très pointilleux et très intelligent dans la façon dont on va utiliser ces réseaux. Et c'est là où la 5G jouera tout son rôle. Je reviens un instant sur la consolidation. Il y a beaucoup d'interrogations autour d'SFR, donc qui appartient au groupe Altice. Pour vous, est-ce qu'il y aura forcément une consolidation et le danger n'est pas que, par exemple, SFR se fasse un peu comme sa petite sœur au Portugal, rachetée par un Saoudien, un opérateur étranger, par STC par exemple. Alors, l'arrivée d'un étranger, ça peut faire peur, non, aux opérateurs français? Je vais vous dire, la France est un pays très particulier. Oui. Parce qu'en France, on a effectivement 3 concurrents qui sont des concurrents français. Oui. C'est pas du tout ce qu'on observe dans le reste des pays européens. On a des acteurs mondiaux qui sont présents en Espagne, Telefonica ou Vodafone qui vient d'en sortir, mais c'est des acteurs européens. Donc en fait, c'est la France qui est très particulière. Alors, donc ça va arriver, c'est ça que vous ne... Je ne sais pas, parce que d'abord, il faut poser la question à Altice, bien sûr. Mais après, c'est pas évident, parce que dans un marché à 4 qui est moins en croissance que par le passé, c'est pas évident. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, d'abord c'est pas Orange qui peut être l'acteur de la consolidation. Donc de toute façon, il faut poser la question aux autres acteurs. Sûr, mais en même temps, ça vous concerne. Bien sûr, bien sûr, ça nous concerne. Mais on voit bien que c'est pas facile, d'abord pour un opérateur étranger, de créer de la valeur quand il rachète un opérateur dans un pays. Hier, j'animais une table ronde avec Enrico Letta, l'ancien Premier ministre italien, qui a fait un rapport très intéressant, je dirais un peu fondateur, si ce n'est que tout change. Donc on ne sait pas très bien si ça va être dans un placard ou si au contraire, ça va être la feuille de route de la nouvelle Commission et du nouveau Parlement. Sur comment faire évoluer le marché intérieur. Il a sélectionné des points clés, évidemment, les télécoms. Est-ce que pour vous, ça veut dire quand même que les mentalités au niveau européen sont en train ou ont déjà évolué ? Alors c'est vrai que d'abord on soutient totalement l'analyse d'Enrico Letta dans son rapport. Il y a un rapport qui avait été sorti par la Commission aussi sur l'état des télécoms et au fond
La question qu'on doit se poser, c'est pas de regarder le passé, etc. C'est de se dire de quoi a-t-on besoin pour construire les infrastructures numériques dont on aura besoin en 2030. Et aujourd'hui, on est dans un marché des télécoms fragmenté, mais qui se fragmente de plus en plus chaque jour. Non pas, alors il y a une réalité quand on a 27 États membres, 27 régulations, c'est 27 marchés. On n'a pas la taille critique de la Chine ou des États-Unis. Mais c'est vrai aussi que même au sein de ces marchés, on a des opérateurs télécoms européens qui sont endettés et qui continuent de vendre leur infrastructure pour pouvoir continuer à investir dans la 5G ou dans la fibre. Et donc c'est en soi la question de la résilience et de qui sera le propriétaire demain des infrastructures numériques en Europe qu'on doit se poser. Ouais. Christelle Heldman, ça fait combien de mois que vous êtes à la tête d'Orange? Ça fait un peu plus de 2 ans, donc je compte plus en mois. D'accord, non, mais puis moi je vous posais la question, savoir si vous comptiez encore en mois ou pas. Parce que vous avez opéré un recentrage, donc vous avez vendu OCS, vous avez vendu Orange Bank. Est-ce que vous estimez que vous êtes à jour dans votre feuille de route, dans votre plan stratégique? Et qu'est-ce qui vous reste à faire d'urgent? Alors, on publie nos résultats dans quelques semaines et donc on fera à cette occasion un peu un bilan puisqu'on est à mi-parcours du plan stratégique. Oui. On a déjà effectivement atteint beaucoup de nos objectifs. Donc effectivement, il y a une partie recentrage. Mais, il est fait pour vous? Alors, il est fait, mais autant on se ressent parce que certaines activités on considérait pas stratégiques ou alors on n'était pas le meilleur actionnaire pour continuer à les développer. Mais l'innovation, on a parlé d'IA, on a parlé de sécurité, c'est des sujets critiques pour nous, c'est des vrais relais et c'est des sujets sur lesquels on est attendu par nos clients. Donc c'est certes le recentrage, mais on a encore beaucoup de choses à faire dans l'innovation et pour apporter toujours plus de services sur des sujets pour lesquels les clients attendent de notre part quelque chose. Donc ça, c'est vraiment la priorité. Un mot quand même sur l'Afrique, parce que vous en avez parlé ici. On sait que Orange est très, très présent en Afrique. Pour vous, ça reste, c'est là où est le relais de croissance ou pas pour votre groupe? Alors, ce n'est pas le seul relais de croissance. Si on regarde purement le marché télécom, c'est vrai que le continent africain, il est tiré par une démographie qui fait qu'on a des taux de croissance qui sont double digit, comme on dit aux investisseurs, là où l'Europe est dans des taux de croissance bien plus faibles. Et donc nous, l'Afrique, c'est une vraie spécificité. Ça fait partie de notre plan stratégique et donc on assume. Et c'est de la croissance. Et vous continuez parce que par exemple sur l'Éthiopie, là, je crois que vous avez arrêté. Il y a d'autres pays où vous êtes un peu en stand-by. Ça reste quand même une de vos priorités. Ah, c'est absolument une priorité pour nous. On est présent dans 18 pays d'Afrique. En permanence, on regarde les opportunités d'investir dans des nouveaux pays. Ou alors, effectivement, il nous arrivait par le passé de sortir de certains pays quand les conditions étaient plus réunies pour nous pour opérer. Mais aujourd'hui, on est très content de notre position en Afrique. Et effectivement, vous avez mentionné l'Éthiopie. On a regardé le dossier, mais les conditions n'étaient pas réunies pour investir et donc on ne l'a pas fait. Et donc vous l'avez refermé. Merci beaucoup. Merci à vous. Christelle Heldman, donc directrice générale d'Orange, qui était notre invitée. Puis bons Jeux Olympiques alors. Merci. Merci.